Consacré à la prise de parole facile. Je vous propose de patienter encore, quelques secondes, jusqu'à ce qu'il soit exactement, 11h30 en heure de Paris pour que, tout le monde, se raccroche à la plateforme et nous allons, démarrer, voilà, pile à l'heure. Bonjour, bonjour, merci à ceux qui mettent un petit mot dans le chat, c'est sympa. Je vous dirai comment interagir effectivement, en utilisant le chat puisque c'est le seul moyen que vous avez d'interagir ici, avec moi. Je vous expliquerai, tout ça, tranquillement. Je vous propose juste donc, de patienter encore quelques instants pour qu'on démarre à 11h30, pile. Bonjour, bonjour, bienvenue pour vos, alors je remets mes lunettes, je crois qu'il est 11h30. Oui, il est 11h30, c'est parti. C'est parti donc pour ce nouveau, webinaire consacré à la prise de parole facile avec aujourd'hui une thématique que j'ai voulu un petit peu provocante, puisque je vous ai proposé de considérer le fait que la prise de parole peut vous permettre de vous démarquer, de se vendre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je m'appelle Sophie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Sophie Baker. Je suis coach, formatrice, conseil en prise de parole, alors vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'expression orale, que ça soit la prise de parole effectivement en mode formel, on va dire, avec une grande assemblée, que ce soit aussi la prise de parole managériale, celle de tous les jours, quand on dirige une équipe ou quand on est membre d'une équipe, et puis aussi les présentations avec slide, la prise de parole face aux médias, la prise de parole en visioconférence, qui est un sujet en tant que tel. Donc tous ces, voilà, j'embarque tous ces sujets-là et je les embarque avec une approche qui m'est propre, puisque dans le monde d'avant, j'étais journaliste. Et donc, je vais avoir une approche de la prise de parole en mode construction des contenus, à la différence d'une approche comédien, acteur, ou bien la différence aussi d'une approche plus psy, développement personnel. Donc moi, je travaille sur la manière de dire, hein, comment dire, qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Voilà, et c'est comme ça que c'est comme ça ben, que je travaille avec une méthode que j'ai inventée, qui s'appelle la méthode du losange, et que je vous présenterai tout à l'heure, plus avant dans notre déroulé. Donc sur ce thématique de se démarquer, se vendre lors de ces prises de parole, j'ai pensé à un de mes champions que j'accompagne, qui s'appelle Nicolas, et dont je vais vous parler dans ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques modalités pratiques. Donc, comme je vous le disais, le seul moyen d'entrer en interaction avec moi, c'est le chat pendant la webconférence. Je ne pourrai pas prendre toutes vos questions, mais allez-y, posez vos commentaires, vos questions. J'en attraperai quelques-unes, quelques-uns à l'occasion, je rebondirai dessus. Et puis, parce que je vais parler de cette thématique dans sa manière globale, hein, et non pas singulière, pour tous ceux d'entre vous qui auraient envie ou besoin de continuer l'échange avec moi en face à face, enfin en tout cas en direct, eh bien vous avez dans la bande verte du haut, vous avez un petit bouton rouge, cliquez pour prendre un rendez-vous. Pourquoi prendre un rendez-vous? Eh bien parce qu'une fois encore, vous êtes chacun dans des situations de prise de parole singulières, alors que moi ici, je vais traiter du global, je vais traiter des grands ensembles, et la prise de parole est réellement quelque chose de spécifique, propre à chacun d'entre vous. Alors n'hésitez pas, prenez le rendez-vous, on échange pendant quelques minutes, ça vous permet d'avoir des idées plus claires, éventuellement de travailler avec moi, mais surtout voilà, de mettre du lien, entre vous et moi. Avant de parler de Nicolas, donc, qui est mon type, hein, qui est mon cobaye pour aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Avez-vous un problème avec le fait de vous démarquer, de vous vendre? Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Et j'attends vos réponses dans le chat, là. Je vois que le chat, voilà, il est ISO, il ne bouge plus, là. Avoir un problème avec le fait de vous démarquer, de vous vendre, pourquoi je vous pose la question? Alors, il y a du oui, il y a du non qui arrive. Pourquoi je pose la question? Parce que j'entends très souvent des personnes qui viennent me solliciter pour se renseigner et puis éventuellement travailler avec moi, qui me disent: «Non mais moi de toute façon, c'est pas dans ma culture, j'aime pas me mettre en avant, je n'aime pas justement me démarquer, hein, j'aime pas faire valoir mes différences, je me sens pas à l'aise, et puis alors surtout,
J'aime pas me vendre au sens commercial du terme. Et si j'ai utilisé ce mot-là, c'est bien parce que j'affirme que la qualité d'une prise de parole est un levier d'action et que c'est un levier d'action qui participe eh bien, à de la rentabilité, qui participe à de la productivité, qui participe à du commerce au sens très large du terme. Donc, tant mieux si vous n'avez pas de problème avec cette terminologie. Moi, je l'ai utilisée à dessein parce que j'entends trop souvent des gens qui me disent non, non, mais c'est pas pour moi. Et donc, ben, si c'est pas pour vous, c'est dommage parce que il y a des endroits et c'est en ça qu'on va arriver sur le cas de Nicolas, il y a des endroits et des situations professionnelles qui sont parfois beaucoup plus nombreuses que ce qu'on imagine au premier abord. Il y a beaucoup de situations professionnelles dans lesquelles le fait de se démarquer, de se vendre, eh bien, participe réellement du paysage professionnel. Que vous soyez en indépendant, que vous soyez dans l'entreprise, on va y revenir. Je prends quelques problèmes pour se démarquer, captiver l'attention. Je ne trouve pas mes différences pour me démarquer. Mais c'est excellent ça. J'adore cette réflexion. Je ne trouve pas mes différences. C'est vrai. En quoi je suis mieux ou en quoi j'ai quelque chose qui me permettrait de me mettre en avant. C'est très souvent aussi, et merci pour cette intervention, c'est très souvent aussi quelque chose qu'on me dit. Mais finalement, moi, qu'est-ce que j'ai de mieux que les autres? Ben, ce que vous avez de mieux, c'est que vous êtes singulier. Ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans ma pratique professionnelle. Vous êtes singulier. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui faites les choses telles que vous les faites. Il n'y a que vous qui voyez les choses comme vous les voyez. Et ça, c'est précieux dans une équipe. C'est précieux dans un collectif. C'est précieux pour vous faire valoir face à des prospects, par exemple, si vous êtes indépendant ou si vous montez un projet. C'est vraiment, tout ça, c'est vraiment précieux. Alors, j'en arrive à Nicolas. Nicolas, il est venu me voir en me disant, ben voilà, donc moi j'ai un problème, me dit Nicolas. Lui, il est ostéopathe. Il travaille maintenant depuis une dizaine d'années. Il travaille dans un cabinet en région, en Savoie, un cabinet où ils étaient 3, je crois, au démarrage quand il est arrivé, et puis aujourd'hui ils sont 5. Et donc, eh bien, ce cabinet prend de l'ampleur. D'ailleurs, Nicolas, au gré des départs et des arrivées des différents associés, est devenu un peu le chef de ce cabinet. Hein. C'est lui, voilà, qui le représente à l'extérieur. Et puis, Nicolas, il est également engagé en tant que dans sa fédération d'ostéopathes. Donc, il a été élu président de sa fédération régionale et donc il a vocation à venir à Paris pour participer à l'Assemblée nationale donc, de ces représentants des différents secteurs d'ostéopathie de France. Et puis, bien sûr, il a des convictions. Il est question d'obtenir un rendez-vous chez le ministre de la Santé parce qu'ils ont, eux, les ostéopathes, des points de vue à faire valoir. Donc, Nicolas me dit, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas mon métier d'origine. Mon métier d'origine, que je fais très bien, c'est mes compétences d'ostéopathie. Je suis très à l'aise, me dit-il, dans la relation avec mes clients, dans l'échange au quotidien. Voilà, il est tout à fait à l'aise dans cette situation-là, mais, me dit-il, quand il s'agit de prendre la parole en colloque, en conférence, devant des représentants de l'autorité régionale de santé, quand il est question de prendre la parole éventuellement dans le cabinet d'un ministre, quand il est question aussi de se démarquer, de faire valoir les spécificités de l'ostéopathie par rapport à toute la concurrence, hein, les chiropracteurs, les kinésithérapeutes, ceux qui font du yoga, etc. Eh bien, Nicolas me dit, moi, il n'y a plus personne. Je ne sais pas comment m'exprimer et j'ai vraiment l'impression, me dit-il, d'être dans une impasse. Donc la première réponse que je lui ai faite par rapport à cette impasse et par rapport à ce qu'il me décrivait de son paysage professionnel, de sa situation professionnelle, la première chose que je lui ai fait valoir, c'est de bien considérer la différence entre quand il s'exprime face à un groupe en proximité. Ce n'est pas tant la taille du groupe qui compte, mais c'est plutôt le fait que ses interlocuteurs sont dans son écosystème, dans sa proximité ou pas, ou extérieurs à cette
proximité. Ça s'appelle en communication les lois de proximité et c'est quelque chose qui est, souvent, mal identifié parce qu'on croit que c'est en fonction de la taille du groupe qu'on a plus ou moins de difficultés à, prendre la parole d'une manière efficace, impactante et en fait, c'est pas tant la taille du groupe qui compte, mais c'est de savoir si les interlocuteurs sont en proximité ou éloignés. En proximité, pour Nicolas, ce sont ses patients, ce sont les autres associés du cabinet, ce sont le comptable, par exemple, c'est les partenaires du cabinet dans sa proximité. Ça peut être aussi le maire de la commune dans laquelle le cabinet est implanté, qui va être dans une certaine proximité. Mais dès que ce cercle s'élargit, dès qu'il s'agit de parler à des gens qui ne sont plus dans cette proximité, mais qui sont extérieurs, l'autorité régionale de santé, la Fédération nationale des ostéopathes, des prospects, voilà, quand il est en démarche, en démarche de prospection, hein, pour faire, pour vendre, alors là, on est vraiment dans le mot vendre, pour vendre le cabinet, et bien là, dès qu'on est dans ce cercle éloigné, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de se faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une interaction, on n'est pas dans un ping-pong, on est vraiment seul face aux autres, hein. Et c'est vraiment cette situation d'être seul face aux autres que moi je travaille avec, avec les outils, les techniques, la méthode que j'ai créée et que j'ai identifiée, donc une fois encore, en partant de mon expérience de journaliste. Alors, pour en terminer, en tout cas, momentanément avec Nicolas, j'aime bien aussi, projeter, ce slide parce que Nicolas me dit: «Voilà, moi, quand je parle dans certaines situations, ça va bien, hein, c'est comme si le fil, il était tendu, il était, linéaire et puis dans d'autres situations, eh bien, ça s'embrouille. Je ne sais plus, ce que je dois dire, comment je dois le dire, je ne sais plus comment aller de A à B, je m'en mêle les pinceaux, du coup, ça va de mal en pis». Parce que ce dont Nicolas témoigne, et vous connaissez ça peut-être vous aussi, c'est que c'est pas parce qu'on en fait beaucoup des prises de parole que ça va mieux. C'est-à-dire que, on peut avoir le sentiment d'avoir installé une sorte de routine, mais au premier coup de vent, hein, dès lors que la routine n'est plus utilisable, eh bien la prise de parole, quand elle n'est pas technique, quand elle n'est pas professionnelle, eh bien elle va se casser la figure et moi juste avant ce webinaire, je discutais avec une personne qui me disait: «Mais moi, ça fait 15 ans que je bosse, jusqu'ici ça se passait bien et puis il s'est passé un élément déclencheur et depuis, ça va de mal en pis et je rougis comme une adolescente et je me tortille dans tous les sens et il n'y a plus rien qui sort. Voilà. Donc ça, c'est un cas très classique. C'est déjà des symptômes très classiques et avant de continuer, ben, je voulais, voilà, revenir avec vous et déjà, savoir si vous vous, retrouvez dans Nicolas. Est-ce que, vous aussi, vous avez expérimenté le fait que, dans un certain cercle, ça fonctionne et dans un cercle plus élargi, c'est plus compliqué? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Oui. Savoir porter sa voix, un impact sur la manière de faire passer le message, qu'en pensez-vous? Oui, on va y venir sur l'impact, oui. OK, c'est le cas effectivement, oui, effectivement. Donc vous voyez bien, c'est important de ne pas confondre les situations. C'est important de bien se dire: «OK, si j'ai du mal, c'est parce qu'il y a une raison, hein, il y a une bonne raison» et moi j'aime bien, je le dis souvent, j'aime bien mettre des bonnes raisons, j'aime bien mettre du dur dans une science qui est supposée être, molle, hein, une science humaine, la prise de parole, soft skill in English, c'est un peu plus joli que science molle en français. Et moi, j'aime bien, mettre des repères vraiment, très concrets dans ma pratique professionnelle parce que je me suis rendu compte d'abord que c'était, pertinent et puis qu'en plus, c'est, très aidant pour les personnes que j'accompagne, que j'aime bien appeler, mes champions. Donc déjà, 1re clé pour vous, si vous voulez, améliorer votre prise de parole, demandez-vous comment ça enfin, dites-vous bien que ça ne peut pas fonctionner de la même manière quand vous êtes en dehors du cercle de proximité, hein. Dans le cercle de proximité, on est dans le parler. En dehors du cercle de proximité, on est dans la prise de parole. Je vais prendre ma place. Je vais prendre la responsabilité de ce que je dis et je suis seule face aux autres. Donc considérez bien ces 2 champs, différents et puis, je vais vous donner des clés avec la méthode du losange pour mieux gérer, les situations dans lesquelles vous êtes en dehors
du cercle de confort, hein, en dehors du cercle de proximité. Alors, dépend de l'importance de l'auditoire. Parler devant certaines personnes à qui je n'ai rien à prouver, c'est OK, mais si j'attends un jugement ou autre, je peux perdre mes moyens. Alors, merci là aussi pour cette intervention. Ma proposition est de dire que, en tant qu'orateur, vous ne pouvez pas, laisser la qualité de votre intervention entre les mains de l'auditoire. Alors je comprends très, très bien ce que vous dites, hein, je ne sais plus qui est intervenu, j'ai pas eu le temps de voir le nom, prénom, mais je comprends très bien ce que vous dites et c'est très humain, effectivement, d'avoir peur du jugement de certaines personnes en particulier, parce qu'elles sont dans la hiérarchie ou parce qu'il y a un lien affectif et cetera. C'est très humain, mais moi ma proposition, c'est de dire que ça ne doit pas perturber la qualité de votre prise de parole. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les autres dans la salle et que, eux, ils savent pas que vous avez un problème parce qu'il y a, Philippe ou Jacqueline, dans la salle et donc ils n'ont pas à le savoir. C'est-à-dire qu'avec de la technique, avec la méthode que je vais vous proposer, eh bien, vous allez pouvoir, gérer toutes ces situations de prise de parole avec la même qualité, le même résultat. C'est comme si vous me disiez que, je ne sais pas, j'aime bien les métaphores sportives, donc je vais en attraper une à l'arrache. C'est comme si vous me disiez, ben, moi je suis bon cycliste, mais ça dépend du vent. Bah, oui, évidemment, ça dépend du vent, mais normalement, le bon cycliste, eh ben, il est bon même quand il a le vent de face, hein, ou en tout cas, il va savoir gérer même avec un vent de face et pas seulement avec un vent dans le dos ou des vents latéraux. Voilà, j'aime bien les métaphores sportives, je trouve elles sont parlantes. Donc, autrement dit, ce qui doit, autrement dit, la méthode, la technique, elle doit vous permettre d'être ISO en termes de qualité de prise de parole et que vous ne soyez pas dépendant ou d'un membre de l'auditoire, comme on vient de le voir, ou d'une mauvaise nuit, d'une mauvaise humeur, d'une grippe qui serait passée par là, que sais-je encore. Pour moi, c'est l'inverse, plus à l'aise en dehors de mon cercle de proximité. Oui, alors c'est intéressant parce que, effectivement, certaines personnes me disent ça, certaines personnes me disent: «Mais moi, quand je ne sais pas à qui je parle, ça va mieux». La question il y a eu la question d'être à l'aise et puis moi, j'insiste sur la question d'être efficace. Hein, est-ce que vous avez la même efficacité? Et bravo si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que vous avez déjà, compris, intégré, plein de trucs. Mais parfois, on confond être à l'aise et être, efficace. Moi, j'ai l'habitude de dire que je travaille sur l'efficacité, l'impact. Comment être impactant? Comment, se vendre, hein? Comment se démarquer? C'est-à-dire comment faire pour que, à la fin de votre prise de parole, dans l'auditoire, on se dise: «Ah ouais, pas mal, c'est intéressant ce qu'elle il ou elle a dit». OK? Se démarquer, sortir du lot, faire valoir ses points de vue, faire valoir son expertise, faire valoir ses compétences, faire valoir, les mettre en visibilité par la qualité de la prise de parole. Allez, une petite dernière et puis après on passe à la suite. Lors des réunions avec ma manager, j'ai parfois du mal à prendre la parole. Comment donc y arriver? Alors ça va nous permettre, ben, de faire vraiment la jonction, avec la partie suivante qui est celle sur, la méthode, hein, la méthode du losange. Déjà là aussi, j'apprécie votre intervention. Très souvent, je travaille avec des personnes de très grande qualité, de très grandes compétences. Enfin, je sens que c'est des personnes qui font leur métier avec beaucoup d'engagement depuis 10 ans, 20 ans, avec beaucoup de dévouement. OK. Et puis, il y a le tour de table. Alors, elles me disent, hein, il y a le tour de table. Et puis, quand arrive leur tour de parler, ben, elles esquivent en fait. Elles passent la balle au suivant. Elles disent non, non, mais ça a déjà été dit. Philippe l'a déjà dit. Martine l'a déjà dit. J'ai rien de plus à ajouter. Donc, justement, prendre le risque, hein, prendre la parole. Vous vous souvenez, je vous ai dit, prendre la parole, c'est prendre sa place. Et prendre sa place, c'est prendre la responsabilité, prendre le risque de dire. Alors, comment faire? Comment faire? Roulement de tambour, je passe à la suite et je vous affiche le slide suivant qui représente, à la fois, la méthode du losange, donc le logo de la méthode du losange et puis, l'un de mes derniers, enfin le dernier de mes des ouvrages que j'ai écrits. Hem, alors là, ce que je veux dire, c'est que c'était important pour moi de, processer, alors c'est un anglicisme, mais je ne trouve pas d'autre mot. C'était important pour moi de processer la technique d'une prise de parole efficace, d'une prise de parole impactante. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, dans le champ de la prise de parole, il y a plein de voilà, il y avait plein de trucs et astuces. Et moi, j'aime pas les trucs et astuces.
En revanche, j'aime bien la technique et en fait, cette technique, je l'ai construite sur la base de mon ancien métier, donc de journaliste. J'étais journaliste en radio. Je faisais beaucoup d'interviews et je me rendais compte, jour après jour, que mes interlocuteurs que j'allais interviewer en studio, bah, ils étaient meilleurs à la machine à café avant d'entrer en studio ou après le studio. Mais pendant, ils étaient coincés. Ils savaient pas, ils disaient des généralités, ils enquillaient des concepts, ils éludaient des choses qui me paraissaient à moi intéressantes et le contraire, ils insistaient sur des trucs qui n'avaient pas de valeur. Et en fait, je me suis, rendu compte, premièrement, que, eh bien, prendre la parole de manière impactante, justement, en se démarquant, en se faisant valoir, en se mettant en visibilité, ben, c'est une vraie expertise. C'est pas inné, ça peut pas être intuitif. Ni le tennis ne peut être intuitif si on veut vraiment devenir un bon tennisman, ni la natation n'est un geste intuitif si on veut vraiment savoir nager. Donc de la même manière, prendre la parole n'est pas quelque chose d'inné. Parler est inné, prendre la parole n'est pas inné et donc ça s'apprend. Alors toujours de mon poste de mon point de vue, de journaliste, je me suis dit: «Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'une prise de parole est intéressante, impactante ou pas?» Et je me suis rendu compte qu'il y avait, un élément qui était très important, c'est la dimension très concrète du récit. Pour rentrer un peu plus en détail dans la méthode du losange, je vais vous expliquer juste après pourquoi le losange. Mais le 1er point de la méthode, c'est cette dimension concrète, factuelle, explicite du récit. C'est pas c'est quoi le problème, c'est comment je gère le problème, comment je fais en tant qu'expert, comment je considère les choses, comment je les analyse, comment je vois les différentes situations, comment je les interprète, je les évalue, je les contrôle, je les analyse. Verbe d'action. Plus vous mettez des verbes d'action, là écoutez-moi bien parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Si vous voulez vous améliorer en prise de parole, mettez des verbes d'action, conjuguez-les à la première personne. C'est je ou c'est nous, première personne du pluriel. Mais c'est pas on, il, elle, vous. Non, c'est je et c'est nous. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout intuitif, mais qui, une fois qu'on a compris et qu'on a vu l'intérêt, qui est très simple à mettre en pratique et qui va vous donner la dynamique dans le récit, la dynamique narrative. Alors pourquoi est-ce que c'est important la dynamique narrative? Question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du non-verbal? Hein, quand on parle de prise de parole, il y a verbal et non-verbal. Est-ce que vous savez, oui, il y en a qui connaissent, qui ont déjà entendu, est-ce que vous savez ce que recouvre le non-verbal, le champ du non-verbal? Allez, racontez-moi dans le chat là. Vous savez ce que c'est que le non-verbal? Qu'est-ce que ça recouvre? La gestuelle, la posture, les silences, ce que l'on masque, intonation. Oui, gestuelle. Ok, corporel, ouais. Ok, super. Donc, pourquoi installer une dynamique narrative? C'est important d'installer une dynamique narrative parce qu'il faut que vous donniez le sentiment à juste titre que vous êtes complètement dedans ce que vous racontez, hein, que votre corps il suit le mouvement. Donc, plus vous allez mettre des verbes d'action, plus vous allez utiliser, voyez un chiffre qui traîne à 90%, c'est même encore pire, ouais. Je vais y venir. Plus vous allez mettre des verbes d'action, plus le récit va devenir concret, plus qu'est-ce qui va se passer? Plus votre corps va trouver sa place, plus il va pouvoir être installé dedans le récit. Donc votre posture va s'ancrer. Ça ne veut pas dire qu'elle va se figer, ça veut dire que la posture sera ancrée, installée, qu'on verra que vous parlez de là où vous êtes. Et ça va faire du bien à l'auditoire, qui va mieux vous écouter. Vous allez voir aussi qu'en utilisant des verbes d'action, le geste va naturellement pouvoir soutenir le propos. Vous allez voir aussi que les mimiques, les expressions faciales, le regard, le sourire seront aussi de la partie. Bref, en mettant des verbes d'action, vous allez augmenter l'impact visuel. Ce qu'on appelle le visuel, c'est ce que votre auditoire comprend avec ses yeux. Et le visuel compte pour 55% d'impact. Alors 80, j'arrive pas à lire sans les lunettes, 80, qu'est-ce que vous avez mis? 98. Alors c'est 93 parce qu'on va rajouter aux 55% d'impact du visuel, on va rajouter les 38% d'impact du vocal.
c'est-à-dire le débit de voix. Tout à l'heure, il y a eu les silences qui étaient aussi évoqués. Le débit de voix, la prononciation, les inflexions, hein, parce qu'il y a des récits qui sont très monotones. Et quand le récit est monotone, bah, l'auditoire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Ok. Donc, on ajoute les 55 du visuel avec les 38 du vocal, et on arrive à un ratio d'impact de 93% pour le non-verbal versus les 7% pour le verbal. Alors, attention, attention de ne pas comprendre l'inverse de ma proposition. Moi, je vous aide à travailler les contenus, et c'est les contenus, c'est-à-dire ce que vous avez dans la tête, qui va vous aider à installer la dynamique. Le comédien, lui, il va vous aider à installer la dynamique, mais il ne va pas s'occuper du qu'est-ce que je dis et comment je dis. Et ça, à mon avis, il y a quand même un moment où, quelle que soit la situation, tout à l'heure, on évoquait le tour de table dans une équipe, un management, ok, où le tour de table, il arrive, ben, c'est bien beau de se dire, ok, je vais faire des grands gestes et je vais ancrer ma posture, mais qu'est-ce que je dis et comment je le dis? Moi, je travaille le qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et en le travaillant, eh bien, vous allez mécaniquement, hein, par une boucle de rétroaction, mettre de la dynamique, y compris physique, dans le récit. C'est ce que j'appelle le triple effet qui se coule, hein. En travaillant là, on gagne sur les trois registres. Voilà, donc ça, c'est la méthode, ça, c'est l'un des deux principes de base de la méthode du losange, c'est cette dimension très explicite, très concrète du propos, avec des verbes d'action. Et puis, l'autre élément, c'est eh bien, pourquoi le losange? Parce que je propose l'inversion de la structure narrative habituelle. Alors voilà, ça rentre un peu dans la technique, mais la structure narrative habituelle, autrement dit, par quoi je commence, comment je continue et comment je termine mon propos, eh bien, la structure habituelle, elle est en mode entonnoir, hein. Habituellement, on est en mode entonnoir, c'est le système cartésien. On a l'habitude de représenter par un entonnoir le système narratif grand A, grand B, grand C, petit a, petit b, petit c. Et moi, j'ai renversé cet entonnoir parce que je m'étais rendu compte que le plus intéressant était à la fin, alors que dans le monde d'aujourd'hui, c'est embêtant que ça soit le plus intéressant soit à la fin. Donc, j'ai renversé cette structure narrative pour en faire d'abord une pyramide, puis que j'ai refermé en un losange pour bien signifier qu'on n'est plus aujourd'hui, pour plein de raisons, et je vais revenir avec vous pour prendre vos questions et vos commentaires, on n'est plus dans un système où le grand A, grand B, grand C fonctionne. Et donc, pour répondre à cette personne qui, tout à l'heure, me disait, mais comment prendre la parole dans ce tour de table managérial dans lequel ben, on me demande voilà, moi aussi d'intervenir. Ben, comment prendre la parole? Eh bien, c'est déjà de se concentrer sur finalement sur le sujet dont on parle. Moi, qu'est-ce que je fais? De quelle manière je suis partie prenante du sujet qu'on traite? Qu'est-ce que je fais? Et puis de mettre des verbes d'action sur ce. Ben, moi, l'autre jour, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai entendu, j'ai discuté avec, et donc j'ai constaté que, et voilà comment j'analyse ma situation. D'entrer directement dans le vif du sujet, de ne pas poser le contexte, hein, d'oublier l'ancien entonnoir et de démarrer directement dans quelque chose de très concret, qui sera plus accrocheur parce que plus concret. Voilà, ça c'est la méthode du losange. Je peux vous l'expliquer mieux dans d'autres circonstances, comme je vous l'ai dit. Prenez rendez-vous, on en reparlera mieux. Alors 93% de non-verbal faux. Ce chiffre sort d'une étude de Merabian, une étude qui s'intéressait à la transmission des émotions. Quand on parle d'autre chose que les émotions, heureusement, on est loin des 93%. Alors, je prends le point. Bien sûr, il y a un débat sur le chiffre, il y a un débat sur voilà, est-ce que c'est 93, est-ce que 93,7, est-ce que c'est 80-20, est-ce que c'est 70-30. Euh, donc, toutes les études beaucoup plus récentes que, effectivement, la loi de Merabian, à laquelle je fais allusion, bravo. Je vois que j'ai des experts autour de la table, et tant mieux. Euh, les neurosciences, donc qui travaillent sur les mécanismes cognitifs, confirment, toutes les enquêtes confirment la prééminence du non-verbal sur le verbal. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, vous vous êtes raccroché à la plateforme et vous m'avez vu, et simplement en me voyant, avant même que j'ouvre la bouche, vous vous êtes fait une idée sur moi.
Ça veut dire qu'on interprète le moi. Alors moi, je ne vous ai pas vu, donc je ne pouvais pas faire la même chose, mais si je vous avais vu, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire que ce dont il faut bien prendre conscience, parce que ça, enfin, moi, je suis convaincue à 100% de cette chose-là, c'est qu'on se fait une idée du monde d'abord avec ses yeux, ensuite avec ses oreilles et seulement ensuite avec son cerveau. Et en tout cas, je reprends le premier item, on se fait une idée des autres d'abord avec ses yeux. Donc effectivement, l'apparence, le dress code, les mimiques, la gestuelle, l'ancrage, la posture sont des éléments qui sont déterminants bien au-delà déjà du registre formel de l'émotion. Après, moi, j'ai l'habitude de dire que en prise de parole, l'important, c'est d'être efficace, c'est-à-dire d'être compris. Et je peux vous garantir que quand je travaille avec mes champions et qu'on enregistre leur exercice de prise de parole et qu'ensuite on les débriefe, je peux vous garantir qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on ne les comprend pas. Donc, avant de faire passer des émotions, ce qui est pas tout à fait mon domaine, enfin ce qui est en dehors de mon domaine, déjà, moi, mon premier objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez compris. Parce que si vous n'êtes pas compris, vous ne serez pas embarquant, vous ne ferez pas adhérer. Moi, mon objectif pédagogique, quand j'accompagne mes champions, c'est qu'ils soient écoutés, entendus, compris et qu'ils fassent adhérer. Enfin, en tout cas, ce sont les conditions de l'adhésion. Et le champ de l'émotion, c'est un autre registre. Alors c'est vrai qu'il est souvent à touche-touche, hein. C'est vrai que très souvent on mélange euh, le show avec une prise de parole. Le show a pour vocation de susciter de l'émotion. La prise de parole, elle a vocation à susciter de l'adhésion. C'est pour ça que je reviens sur l'intitulé de ce webinaire, se démarquer, se vendre, pour être différent, singulier, mais qu'on comprenne en quoi vous êtes réellement différent et pas juste dans la captation des émotions. Les émotions sont subjectives et donc elles sont toutes, voilà, elles sont soumises à des aléas. En revanche, les propos, surtout quand ils sont concrets, factuels, explicites, eh bien là, ils sont partageables et compréhensibles par tous. Et je vous garantis que rien déjà que sur ce sujet-là, il y a plein de travail formidable à faire. Alors, la loi de Pareto, je l'ai loupé. De toute façon, bien connaître son sujet, savoir où on veut en venir, sinon c'est du blablabla. Oui, alors connaître son sujet, c'est important, mais moins que souvent on l'imagine. En revanche, savoir où on veut en venir et losange, amener directement le là où on veut en venir, travailler directement avec l'intention du récit. Sinon, effectivement, blablabla. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'on est face à un auditoire qui est impatient, impertinent et zappeur. Et donc, son temps d'attention continue est extrêmement restreint, surtout quand on est, vous vous souvenez, surtout quand on est en dehors du cercle de proximité. L'auditoire de proximité, lui, il est sympa parce qu'il a envie ou besoin de comprendre. Mais celui qui est éloigné, celui-là, il est impatient, impertinent et zappeur. Et si vous voulez qu'il vous écoute, si Nicolas veut que le directeur de cabinet du ministre de la Santé l'écoute, ben, il a intérêt à être straight to the point. Ouais, alors génération zapping, c'est toute génération confondue, hein. C'est pas que les jeunes qui zappent, hein. Suivez mon regard, on peut être très vieux et très zappeur quand même, hein. Alors maintenant, j'en viens à vous, là. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous, là, par rapport à ce cas type que j'ai décrit, Nicolas, ostéopathe, qui élargit son cercle d'intervention, qui doit être bon en conférence, en colloque, en lobbying, qui doit aller chercher le client parce que la concurrence est importante. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous? Est-ce que vous aimeriez mieux présenter vos projets, vos réalisations? Autrement dit, est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'il faut monter au créneau dans le monde d'aujourd'hui, que vous soyez indépendant, que vous soyez en train de monter un projet, que vous soyez dans l'entreprise à déployer un nouveau produit, une nouvelle équipe, à faire fonctionner un projet quand vous êtes en mode projet et donc que vous êtes en hiérarchie, enfin quand vous êtes en management transverse, hein, et qu'il n'y a il a pas la hiérarchie qui fait que vous dites et ils font. Non, là, il faut que vous fassiez faire à des gens
sur lesquels vous n'avez pas d'autorité hiérarchique. Ça s'appelle le mode projet. Dans l'entreprise, c'est très fréquent. Donc, dans toutes ces situations-là, être plus impactant, vous démarquer, vous vendre vos réalisations, vendre vos projets, mettre du waouh. Ça vous dit ou pas? Ouais, je vais être percutant, bravo. Être prêt au débat, ne pas craindre les oppositions. Mais oui, mais bien sûr, me sentir à l'aise, parler avec assurance. L'effet waouh, ouais, l'effet waouh. J'aime bien l'effet waouh parce que normalement, c'est ça qu'on devrait avoir à chaque fois. C'est qu'à la fin de chaque prise de parole, c'est ah ouais, alors peut-être pas waouh, mais au moins ah ouais, c'était intéressant, quoi. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre vous. Autre chose, pensez-vous pouvoir progresser sur l'idée de mieux vous vendre? Hein, est-ce que vous entendez la dimension levier d'action derrière cette idée de mieux se vendre, de se mettre en avant, de se mettre en visibilité, d'amener la lumière sur soi? Oui, il y a le tour de table. Oui, la personne qui disait: «Moi, il y a le tour de table et j'ose pas prendre la parole». Oui, il y a le tour de table et puis, ben, oui, à un moment, la lumière, elle vient sur moi. Mmh, et je prends ma place, je prends position. Vous voyez, tout ce qui se conjugue avec le verbe prendre, prendre la parole, prendre sa place, prendre la responsabilité, prendre position, prendre le risque aussi. Face aux oppositions, tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, ne pas avoir peur des oppositions. Euh, plus vos arguments sont solidement construits, et c'est toute l'intention de la méthode du losange, la construction de votre argumentaire. Mieux vos arguments sont construits, plus vous êtes solide face à vos contradicteurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont, à partir de maintenant, tous absolument d'accord avec vous. Ça veut juste dire que vos arguments portent et que eux, en face, il va falloir qu'ils aient aussi des arguments de même niveau. Justement, on sort de tout ce qui est affect, émotion, et on va rentrer dans quelque chose qui est extrêmement concret et donc, de ce fait, solide. Et plus c'est solide, bah, plus vous allez vous sentir solide et mieux vous pourrez vendre. Il y a ceux qui essaient de vous piéger, bien que vous connaissiez vos sujets. Comment les écarter? Très bonne question. Merci de la poser. En construisant votre argumentaire, hein, je vais redire toujours la même chose, plus vos arguments sont solides, plus ils sont concrets, moins ils sont dégommables. En fait, c'est ça aussi dont on se rencontre quand on travaille ensemble. Une fois encore, moi, quand je travaille avec mes champions, je leur donne la théorie et puis ensuite, je les mets en situation de mise en pratique au plus près du réel, sur un cas au plus près du réel de leur situation. Et donc, je vais, dans la méthode du losange, il y a aussi une technique de préparation de prise de parole. Donc, je vais proposer cette technique de préparation. Le champion va préparer pendant quelques minutes et puis ensuite, il va faire une première prise de parole que je vais enregistrer et qu'on va débriefer, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Je filme et on débriefe ensemble sur la base de critères professionnels de performance. Et donc, ce qu'on va observer ensemble, c'est que, en fait, de manière générale, avant qu'on travaille ensemble, les arguments sont très peu étayés, hein, très peu construits. On va avoir beaucoup d'injonctions, beaucoup des choses en force peut-être, ou des choses un peu comme ça, fumeuses. Tout à l'heure, il y avait blabla. Mais la solidité de construction d'un argumentaire, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence et qui va faire en sorte que ceux qui vont essayer de vous piéger, eh bien, ils vont avoir plus de mal parce que vos arguments, d'une certaine manière, ils sont imparables. En tout cas, ils peuvent être non, ils peuvent ne pas susciter d'adhésion, mais l'argument, lui, il va être solide et ça va obliger vos détracteurs à eux aussi amener des arguments de la même dimension de solidité, on va dire. Donc, c'est comme ça. Et ça se travaille. Alors, pour votre information, quand j'accompagne quelqu'un, je propose de manière générale un parcours de 4 séances. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est au bout de 4 séances que les techniques qui sont ramassées donc, dans la méthode du losange, que ces techniques-là, elles deviennent réflexes et qu'il n'y a plus besoin que je vous aide. Vous devenez autonome dans, dans la manière d'utiliser la technique et de vous l'approprier, d'apprendre à votre compte.
Un peu comme si, voilà, vous deveniez un champion d'un niveau correct de tennis, par exemple, au bout de 4 cours de tennis. Ce qui est quand même, pas, énorme, mais qui, voilà, nécessite un petit investissement en temps et puis, bah, accessoirement, en argent aussi. Heu, Imaginez-vous pouvoir éprouver la fierté de dire. Alors ça, c'est aussi quelque chose sur lequel, j'aimerais bien avoir vos retours parce que, derrière derrière cette proposition qui est de mieux se démarquer, de mieux se vendre, eh bien, il y a aussi, quelque chose qui est de l'ordre de la fierté de dire. Alors c'est un peu différent d'avoir du plaisir ou avoir de l'aisance. La fierté de dire, ça correspond à la fierté de ses compétences, la fierté de son expérience. Si je reviens sur, Nicolas, l'ostéopathe de tout à l'heure, eh bien, il connaît parfaitement son métier, il est très compétent, il connaît aussi son écosystème, les problématiques, face auxquelles il se confronte, hein, voilà, la position des ostéopathes par rapport à la concurrence, dans le paquet de soins, en France et cetera. Eh bien, tout ça, c la tout ça, il y a matière à en avoir de la fierté et je trouve que cette notion d'être fier de ce que j'avance, d'être fier de ce que je mets sur la table quand je prends la parole, cette fierté de pouvoir, d'être solide dans son argumentation et d'avoir cette fierté de savoir que ce que j'apporte a de la valeur. Je reviens là aussi sur un terme commercial, avoir de la valeur. Ben, ça, cette chose-là, c'est quelque chose qui est très peu répandu et sur laquelle je travaille aussi avec mes champions parce que ça me paraît, chouette, d'amener ça. La fierté de connaître ma singularité. Je n'ai pas encore trouvé mes différences. Alors, je crois que ça fait 2 fois que vous posez la même question. Je ne sais pas si c'est la même personne qui pose la question sur, «Je n'ai pas encore trouvé mes différences». Vos différences, elles sont intrinsèques à votre manière de faire. Je ne sais pas ce que vous faites, comme métier, mais imaginons que vous soyez un manager. Donc en général, le manager d'une équipe, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est il accompagne, il évalue, il surveille, il contrôle, il donne des consignes et puis, voilà, on va dire qu'il y a ces, 4 grands, 5, volets d'action. Tant que vous restez sur cet énoncé-là, ben, finalement, tous les managers se ressemblent. Lorsqu'on travaille ensemble, quand on travaille la prise de parole avec la méthode du losange, eh bien, c'est comment moi je accompagne mon équipe. Comment moi je l'accompagne. C'est pas pourquoi, c'est comment moi je l'accompagne. Est-ce que je suis là tous les matins avant eux? Est-ce que je pars tous les soirs après eux? Est-ce que je déjeune avec eux à midi de temps en temps, tout le temps ou jamais? Mmh, c'est dans la visualisation de de vos actions très concrètes que vous allez pouvoir visualiser déjà vos singularités plutôt que vos différences, vos singularités et que vous allez pouvoir, mettre des mots dessus et en mettant des mots dessus, vous allez faire monter en gamme, la qualité de vos prises de parole. Voilà, c'est vraiment ça que je vous propose. C'est plus vous visualisez la manière dont vous faites, plus vous mettez des mots dessus et plus naturellement vos singularités vont émerger. Ça s'appelle du storytelling quand on rentre vraiment dans la technique, de prise de parole, au sens, vraiment, voilà, on va dire, technique, mais même sans aller jusqu'à du storytelling au sens propre du terme. Mais c'est, bah, oui, c'est moi comment je fais et quand je dis que j'accompagne mes équipes, bah, moi comment je les accompagne? Qu'est-ce que je fais pour ça? Qu'est-ce que je mets en place? Comment concrètement je vis les choses? Écoutez ça dans le discours des politiques, quand vous écoutez la radio ou la télévision. Vous allez vite entendre ceux qui sont concrets et dont on se dit: «OK, je ne suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'il fait» ou «Je suis peut-être d'accord aussi, hein, mais je comprends ce qu'il fait» et puis ceux qui sont fumeux, blabla, qui tournent en rond, qui enchaînent les «il faut qu'on», «il y a qu'à pas, on doit». Vous me suivez? Il y en a plein des comme ça. Alors de tous les bords politiques, hein, voilà, je vise personne. Alors cette fierté de dire: «C'est des beaux concepts». Ben, non, c'est pas que des concepts. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas que des concepts. C'est vraiment des choses dont on a besoin parce que vous faites des choses formidables. Heu, Vous faites des choses formidables dans le quotidien de vos métiers, de vos journées de travail ou de vos investissements dans les associations ou j'en sais rien où. Vous faites des choses formidables et vous pensez pas à mettre des mots dessus et du coup, ben, ça se voit pas et comme ça se voit pas, ben, on se dit: «Il se passe rien»
et vous perdez des occasions eh bien, là aussi, hein, de vous démarquer, de vous faire valoir, de mettre de la singularité. Moi, je crois vraiment qu'on en a tous besoin de cette qualité de prise de parole qui mettent de la, qui mettent de la, voilà, qui mettent de la valeur. Et c'est comme ça, alors je termine, il nous reste 30 secondes sur le sujet de la confiance en soi. Euh, Moi, je travaille la confiance en soi en travaillant la construction. Et ce que mes champions constatent, c'est que plus le propos est solidement construit, eh bien, plus ils gagnent en confiance en eux. Donc, c'est comme ça que moi, j'embarque la question de la confiance en soi. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux à participer à ce webinaire. J'espère que je vous ai donné des clés, des pistes de réflexion. On peut continuer cet échange, comme je vous le disais, en individuel. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite de belles prises de parole qui mettent en relief, en lumière votre singularité, vos compétences, vos expertises pour qu'on vous achète, pour qu'on achète vos projets, pour qu'on achète vos idées, pour qu'on achète vos arguments. À ciao, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.